Il est gouverneur de la Banque de France et prendra bientôt la présidence très opérationnelle des apprentis d'Auteuil au mois de juin. La croissance molle, le moral des chefs d'entreprise, la montée du chômage, l'Europe qui n'agit pas assez vite. François Villeroy de Galhau est l'invité de Radio Classique ce matin. François Villeroy de Galhau, bonjour. Bonjour David Abiker. Merci d'être venu parler aux auditeurs de Radio Classique ce matin. Alors comme ça, vous partez. Écoutez, je vais le dire très simplement. J'ai répondu à un appel pour une belle mission et lancée par une belle personne. La mission, c'est, vous l'avez dit, la Fondation Apprentis d'Auteuil, qui est la plus grande fondation sociale en France dans le domaine de l'aide à l'enfance et de la formation des jeunes en difficulté. C'est une cause qui me touche beaucoup. Et la personne, c'est Jean-Marc Sauvé, ancien vice-président du Conseil d'État, figure publique très respectée, dont le mandat se termine au mois de mai, et n'est ni renouvelable ni prolongeable. Et donc la question que je me suis posée, si ce calendrier-là était compatible avec ma mission à la Banque de France, et j'ai répondu oui, parce que ça fait près de 11 ans que je suis à la Banque de France, et il se trouve que d'ici juin, nous aurons franchi une série d'étapes stratégiques, adopté notre plan à moyen terme, eu une réunion du G7, publié la prochaine lettre au président de la République. Voilà, donc j'ai pris cette décision, c'est ma décision personnelle, en homme libre. Maintenant, pour vous le dire, David Abiker, ça ne sera pas facile de quitter la Banque de France. C'est la plus belle mission que j'ai exercée dans ma vie de serviteur public. François Villeroy de Galhau, vous savez que les gens sont tordus. Certains sont absolument persuadés qu'il y a un agenda politique qui arrange le président de la République, qui veut placer des gens au poste clé de la République et la Banque de France... Je vous arrête tout de suite, David Abiker. Je demande qu'on respecte ma décision personnelle. Ça n'est pas parce qu'il y a eu une échéance électorale dans 15 mois qu'il faut s'interdire de prendre une décision qu'on croit personnellement juste. J'ai pris ma décision au vu de l'appel que j'ai reçu pour Auteuil, c'est tout. Et Emmanuel Macron vous a partenu ? Ça ne lui appartenait pas, si j'ose le dire, vis-à-vis du président de la République. Il vous a pas dit, mais restez jusqu'à la fin de votre mandat. Quand je l'ai vu, j'avais pris ma décision et je l'en ai informé quelques jours avant l'annonce publique. On va parler d'économie, puisqu'il reste 4 mois, et vous l'avez dit, il y a des échéances très importantes. La première, c'est que ça ne repart pas vraiment, mais que ça ne dégringole pas non plus. Est-ce que vous avez analysé cette croissance résiliente ? C'est un petit peu mieux que ça, David Abiker, puisque nous faisons chaque mois une enquête de conjoncture de terrain auprès de 8500 entrepreneurs dans tous les secteurs. Et début février, c'est un peu meilleur que ce que nous attendions. C'est ce que nous disent les chefs d'entreprise. Quand ils se retournent sur janvier a été un peu au-dessus de ce qu'ils anticipaient. Et pour février, ils attendent une poursuite de la croissance. Alors, maintenant, la croissance en France est résiliente. Je ne vais pas dire qu'elle est suffisante. Et on parlera sans doute des réformes qu'il faut faire. Elle est notamment résiliente dans l'industrie, ce qui est frappant parce qu'elle est tirée par 2 secteurs où la France est bien positionnée, la défense et l'aéronautique. On l'a peut-être pas tout à fait assez souligné, la France a une relativement bonne spécialisation industrielle dans les temps nouveaux, difficiles, que nous connaissons. Et donc, nous disons qu'il devrait y avoir sur ce premier trimestre une croissance entre 0,2 et 0,3%. Ça confirme notre prévision sur l'année d'une croissance de 1%. Encore une fois, ce n'est pas exceptionnellement brillant. Mais souvenez-vous, il y a 1 an ou 18 mois, tout le monde craignait une récession. Nous sommes nettement au-dessus de ça. Comment expliquez-vous qu'elle n'ait pas eu lieu ? Qu'est-ce qui fait que ça résiste ? Alors, il y a d'abord un phénomène général au plan européen et international, c'est que malgré toutes les incertitudes de notre environnement, malgré, on va le dire très directement, alors la guerre en Ukraine fait partie des incertitudes depuis longtemps, puis s'est ajouté à ça l'imprévisibilité de la politique américaine depuis l'élection de M. Trump. Malgré tout ça, l'économie, que ce soit aux États-Unis ou en Europe ou à l'échelle du monde, résiste plutôt moins mal que prévu. Moi, je crois qu'il faut d'abord rendre hommage au courage des chefs d'entreprise et puis des Français qui travaillent. On parlera peut-être de l'emploi, mais il n'y a jamais eu autant de Français au travail qu'aujourd'hui. Pour autant,
les chefs d'entreprise souffrent de l'incertitude. Ils nous le disent, l'incertitude internationale dont j'ai parlé, et puis l'incertitude nationale. Vous les interrogez régulièrement, c'est ce qu'ils vous disent? Oui, alors nous les interrogeons sur un indicateur d'incertitude qui reste plus... Il a baissé ces dernières semaines, notamment avec l'adoption du budget, mais il reste plus élevé que d'habitude. Et dans certaines incertitudes, il faut bien le dire, il y a une incertitude fiscale et budgétaire dans la durée. On a adopté un budget 2026... Évidemment, on n'a rien réglé du problème de la dette et des dépenses publiques en France. Ça pèse un peu sur le moral collectif des chefs d'entreprise. Mais individuellement, ça va plutôt mieux. Au fond, nous sommes frappés, David Abiker, par deux choses. La première, c'est que notre tête, notre morale ne va pas très bien, mais notre corps résiste mieux, les données réelles. Et puis l'autre chose, c'est que notre morale individuelle, ça vaut pour les chefs d'entreprise, est plutôt meilleur que notre morale collective. Ça, c'est comme les sondages. Quand on interroge les Français sur leur bonheur, ils disent qu'ils sont heureux, et sur le bonheur collectif, ils disent que les Français sont malheureux. Oui, c'est une tendance... Absolument, mais ça dit peut-être quelque chose, si vous me permettez une métaphore sportive, c'est que notre jeu individuel reste bon, et je crois que nous Français, il ne faut pas nous lamenter, nous gardons des grandes qualités, notre jeu collectif est très perfectible. François Villeroy de Galhau, vous évoquiez le taux d'emploi qui n'a jamais été aussi élevé en France, et pourtant les chiffres du chômage ne s'améliorent pas, ou en tout cas de l'emploi ne s'améliorent pas, et ceux du chômage se détériorent. Il y a une explication à ça, ou c'est marginal selon vous? Alors, on a effectivement porté beaucoup d'attention à la remontée du taux de chômage sur le 4e trimestre, et je crois que ça mérite qu'on s'y arrête une minute. Je vais relativiser un tout petit peu ce chiffre sur un seul trimestre, parce que quand vous regardez dans la durée, depuis 12 ans, depuis 2014, l'emploi, c'est un vrai progrès collectif, cette fois-ci, de l'économie française. Nous avons recréé des emplois, nous avons diminué le taux de chômage. Dans les précédents cycles de ralentissement économique comparables aujourd'hui, on était au-dessus de 10% de taux de chômage. Là, on est à 7,9%. Alors après, qu'est-ce qui s'est passé sur le 4e trimestre? Quand le taux de chômage monte un peu, il peut y avoir deux explications. C'est que l'emploi diminue. Ça n'est pas le cas. Le taux d'emploi à 70% est le plus élevé que nous ayons jamais eu dans notre histoire. Ça, c'est une bonne chose. Ou bien, et c'est ça l'explication, qu'il y a plus de gens qui viennent sur le marché du travail, ce que les économistes appellent le taux de participation de la population entre 15 ans et 64 ans. Donc il y a effectivement plus de gens sur le marché du travail, notamment plus de jeunes. Ce qui veut dire qu'il y a une remontée un peu plus forte du chômage des jeunes. Ça, je crois que c'est un point d'attention. Il y a un peu moins de nouvelles embauches de la part des entreprises. Elles gardent leurs salariés en place, mais un peu moins de nouvelles embauches. Et il y a aussi moins de contrats d'apprentissage et d'alternance. Alors c'est en partie un phénomène sain, parce qu'on a un peu diminué certaines subventions qui étaient excessives. Pensez aux primes à l'apprentissage pour les étudiants des grandes écoles, c'est pas une dépense publique prioritaire. Mais il y a quand même là un petit signal d'attention sur les nouvelles embauches des jeunes à regarder de près. Alors, j'aimerais qu'on parle maintenant de vos homologues européens et de vous-même. Vous avez écrit aujourd'hui pas aujourd'hui, mais aujourd'hui, les Européens se réunissent à Bruxelles pour parler de la protection économique de l'Europe. Et vous leur avez écrit avec vos homologues banquiers centraux pour leur dire... avec Christine Lagarde, exactement, qui a signé la lettre comme présidente de la BCE. Oui. Et vous leur avez dit, il est temps d'aller un peu plus vite et d'appliquer les propositions de Mario Draghi. Et c'est vrai que ça va devenir un gag, hein, le rapport de Mario Draghi. C'est à chaque fois qu'on interrogera quelqu'un sur l'économie européenne, il dit « Il est temps d'appliquer les propositions de Mario Draghi, on sera en 2035 et on nous dira toujours ça. » Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est si lent? D'abord, David Abiker, j'ai un scoop, nous sommes en 2026. Donc on a encore du temps, le rapport de Mario Draghi a moins de 18 mois. Mais c'est vrai qu'il faut aller plus vite et plus vite et plus fort. Il s'est passé des choses, mais je crois qu'elles n'ont pas été assez visibles. Vous savez, s'il y a une leçon de l'administration américaine, qui a beaucoup d'incohérences, mais c'est qu'il faut aller plus vite et plus fort. Alors c'est ça que nous disons, et nous le disons les 21 gouverneurs des 21 pays. Ce signal d'unanimité est très significatif, et dans le calendrier, moi je crois qu'il faut, souvenez-vous, il y a longtemps, de ce que Jacques Delors avait fait avec le marché unique, il avait fixé une date, 1er janvier 93. Je crois qu'il faut fixer une date pour réaliser cet agenda de réforme,
en 2028, pendant les années Trump. Alors ensuite, ce que nous disons sur le fond, il y a eu des choses. Il ne faut pas être trop injuste vis-à-vis de la Commission européenne. Le verre peut être en partie plein, mais ça n'est pas visible, ça n'est pas assez communiqué. Nous mettons en avant un certain nombre de leviers pour agir. Je relevais tout à l'heure que la croissance française à 1%, elle est résiliente, mais pas suffisante. C'est le problème de toute l'Europe. Toute l'Europe. Quand vous regardez sur la durée, en gros, la croissance moyenne, ce que les économistes appellent la croissance potentielle, était à 2% au début du siècle, en 2000. On est tombé autour de 1% aujourd'hui. Une division par près de 2. On peut regagner une partie du chemin. Donc nous parlons de ce qu'on appelle l'union de l'épargne et de l'investissement, c'est-à-dire mobiliser l'épargne privée pour les fonds propres des entreprises. On a plein d'épargne privée en Europe. Ça, ce serait la mesure numéro 1 proposée par Draghi qu'il faudrait mettre en œuvre vite. Ça, c'est en tout cas celle qui nous concerne le plus directement comme Banque centrale. Et on a là une ressource très abondante, alors qu'on a un retard de fonds propres en Europe et d'énormes besoins d'investissement. Le numérique, l'énergie décarbonée ou la défense. Et puis je vais citer une autre mesure qui figure juste derrière dans notre lettre, c'est gagner la souveraineté européenne dans le domaine des paiements. Les paiements, c'est décisif. Il y a une révolution technologique qui est en cours autour du numérique et de ce qu'on appelle même la tokenisation, pardon de ce mot barbare. Ça ne doit pas rester dans des mains américaines. On a moyen d'avoir de l'innovation de paiement européenne. C'est notamment le projet d'euro numérique qui vient d'ailleurs d'être approuvé par le Parlement européen. C'est une très bonne chose. Est-ce qu'on a les moyens d'aller un peu plus vite, nous, Européens, et pourquoi pas d'être imprévisibles aux yeux des Américains? Parce que tout à l'heure, vous disiez toujours, les Américains sont imprévisibles, mais ils vont vite. Nous, on aimerait bien être imprévisibles et prendre l'initiative vis-à-vis des États-Unis. Je ne suis pas sûr que le fait d'être imprévisible soit un but en soi. Je sais qu'il y a eu des théories de l'imprévisibilité. Mais d'être un peu rapide. Mais d'être rapide, ce qui n'est pas la même chose. Alors nous avons un processus démocratique, c'est très bien, mais on peut quand même annoncer le plan à l'avance, donner cette date drapeau, j'insiste énormément, parce qu'une date, tout le monde va y croire, du côté des entreprises, du côté des administrations, on va se mettre à travailler vers cet effort. Aujourd'hui, on a des pièces du puzzle, nous plaidons pour un assemblage cohérent et rapide. Quelle date vous proposez? Moi, je propose le 1er janvier 2028 ou dans l'année qui suit, mais en tout cas pendant les années de l'actuelle administration américaine. Or, c'est faisable. David Abiker, je le souligne, à peu près tout ce qui est dans le rapport Draghi est faisable à cette échéance. Je peux citer un autre exemple qui est d'investir ensemble dans le domaine de la défense. Il y a évidemment un besoin géopolitique, mais l'économiste française Hélène Rey, avec 2 collègues internationaux, a proposé qu'il y ait un investissement européen commun dans les nouvelles technologies de défense. Prenez les drones, les satellites, etc. Ça... on ne va pas tomber sur des champions nationaux bloqués derrière leurs frontières. Il y en a dans d'autres domaines de défense. Et ça va nous faire avancer en recherche-développement et en innovation. Il nous reste 10 secondes. Il y a un G7 en France les 18 et 19 mai prochains. Vous y participerez évidemment, puisque vous serez encore en poste, François Villeroy de Galhau. Oui. Les enjeux. Alors, je le co-présiderai aux côtés de Roland Lescure, le ministre de l'économie. Les enjeux, c'est que, d'abord, il est extrêmement important de garder un dialogue franc, exigeant, mais ouvert avec nos collègues américains. Et on a un certain nombre de sujets d'intérêt commun. Alors, il y a un grand sujet, ce qu'on appelle les déséquilibres mondiaux, les déficits américains et autres, les excédents chinois et autres. Il se trouve que la France est à l'équilibre extérieur. Et puis, il y a un certain nombre de sujets pratiques dont la Banque de France s'occupe plus. La réglementation des cryptos ou des paiements dont je parlais à l'instant, la lutte contre le risque cyber. Et n'oublions pas le changement climatique et les événements météorologiques extrêmes. Il semble que cette terminologie passe mieux aux yeux de certaines oreilles américaines. La Banque de France y reste très engagée. Au passage, c'est une des choses à laquelle je me suis beaucoup attaché pendant mes 11 ans de mission. Vous savez que nous sommes la banque centrale la plus verte du G20. Nous entendons bien le rester. Pas de regret? Pas de regret, mais une difficulté personnelle. Mes émotions n'ont pas de place par rapport à l'intérêt général. Ça sera difficile de quitter les hommes et les femmes de la Banque de France. Nous avons beaucoup fait ensemble et je crois transformer cette grande institution publique. Une idée du nom ou de votre successeur? Alors ça ne m'appartient pas. La loi de la République prévoit une procédure démocratique qui implique le président de la République, le gouvernement, le Parlement. Ça ne m'appartient pas.
il ou elle, je lui souhaite bonne chance par avance. François Villeroy de Galhau, gouverneur de la Banque de France jusqu'au mois de juin. Merci d'avoir choisi Radio Classique pour parler à nos auditeurs, leur expliquer les grands enjeux de l'économie du moment et de l'économie européenne. Bon vent à la tête des apprentis d'Auteuil, mais qui sait si vous ne reviendrez pas sur Radio Classique parler du bilan de votre action à la tête de la Banque de France. Merci à vous. Et peut-être des apprentis d'Auteuil. Merci en tout cas de m'avoir reçu ce matin. Merci à vous. À suivre le rappel des titres, Charles Bonner, la revue de presse Hervé Gattegno et notre esprit libre du jeudi, Franz-Olivier Gisbert. Vous écoutez Radio Classique.